Ok. Donc, moi, je vais vous parler d'une étude qu'on a menée dans le cadre du projet ANR, l'ETACOP. On s'intéressait, alors ce que nous on appelle sentiment d'auto-efficacité, en fait c'est ce que Émilie appelle le CEP. Alors je pense qu'il y a des petites variations terminologiques selon les approches. Peu importe l'idée, hein, c'est en gros la représentation qu'une personne a de la probabilité qu'elle a à être efficiente, efficace dans une tâche donnée, dans une situation donnée. Donc on s'est intéressé à ce sentiment d'auto-efficacité chez les étudiants avec des tablettes. Pourquoi ? Parce que c'est un des facteurs justement explicatifs de l'acceptabilité de ces technologies. C'est-à-dire que les gens qui ont un sentiment d'être compétents, d'être efficaces dans l'utilisation de certains outils ont tendance à plutôt percevoir les outils comme faciles à utiliser et plutôt utiles. Donc les travaux nous montrent que ça fonctionne plutôt comme ça. Mais nous, ce qui nous a intéressé ici, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment ce sentiment de compétence ou ce sentiment d'auto-efficacité pouvait évoluer. Donc, en gros, le constat qu'on fait au regard de la littérature, c'est que quand on parle de sentiment d'auto-efficacité avec les technologies, notamment côté élève, mais aussi côté enseignant, on a souvent des mesures qui sont assez générales. C'est-à-dire qu'on demande à une personne si elle se sent capable d'être efficace dans son activité avec tel outil. Or, cette activité, par exemple une activité d'étude pour un étudiant, ça peut renvoyer à de nombreuses tâches différentes. Donc, ce qui nous a intéressé, vous allez voir, c'est d'essayer de rentrer un peu plus finement dans différents types de sentiments d'auto-efficacité, plutôt que d'en considérer qu'un seul. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est plutôt que de simplement mesurer les perceptions des gens et de voir comment ça pourrait jouer sur le fait qu'ils acceptent ou pas les technologies, ce qui nous a intéressé, c'était plutôt de voir comment pouvait évoluer cette perception de leurs propres compétences au cours de l'utilisation de technologies. En fait, il y a deux questions de recherche donc, qui ont structuré un peu ce travail. La première consistait à essayer de comprendre si les facilités ou les difficultés que des apprenants, des étudiants avaient pu rencontrer lors d'une tâche avec une tablette pouvaient modifier ou non ce sentiment d'auto-efficacité dans l'utilisation des tablettes, mais vous allez voir aussi dans les tâches sur lesquelles on les a mis. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question concerne un peu les causes, ce qu'on appelle les attributions causales, c'est-à-dire à quoi les élèves, à quoi ici les étudiants, attribuent cet échec ou cette réussite à la réalisation de la tâche. Vous allez voir pourquoi cette question nous a intéressés par la suite. Alors, première idée de ce travail, c'était de distinguer le sentiment d'auto-efficacité. Donc, pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, le type de tâche réalisée va impacter l'acceptabilité, c'est-à-dire que je peux me sentir capable, par exemple, de chercher l'information sur Internet, je peux me sentir efficace dans cette activité-là. En revanche, pour produire une synthèse, pour produire de l'écrit, peut-être je peux me sentir moins compétent. Donc c'est un peu cette idée-là d'essayer d'introduire la notion de tâche plutôt que de raisonner à un niveau général, juste dans l'utilisation des tablettes pour l'éducation. Donc comme je l'évoquais, ce sentiment d'auto-efficacité est un des prédicteurs de l'acceptabilité et de l'usage justement des tablettes. Plus le sentiment d'auto-efficacité est élevé, plus vous avez de chances pour que l'étudiant utilise l'outil par la suite. Mais ce sentiment d'auto-efficacité, si vous regardez les études, c'est souvent vous sentez-vous capable d'utiliser efficacement une tablette, vous sentez-vous capable d'atteindre vos objectifs d'études facilement avec la tablette, mais ça renvoie à tellement de situations différentes potentielles qu'il est difficile vraiment de comprendre ce que mesure ce sentiment d'auto-efficacité. Et si on regarde dans la littérature, vous avez différents auteurs qui ont tenté justement de créer des mesures multidimensionnelles en ne mesurant pas qu'un seul SAE de manière générale, mais en essayant de le contextualiser. Par exemple, sur l'apprentissage en ligne, ce qu'a évoqué un peu Émilie, c'est-à-dire avec l'apprentissage Internet, plutôt que de demander si les gens se sentent capables d'utiliser les outils des apprentissages en ligne, la question va être, est-ce que je me sens capable de communiquer avec ces outils? Est-ce que je me sens capable de mémoriser facilement les informations? Est-ce que je me sens capable de prendre des notes avec ces outils-là? Donc en fait, à chaque fois, on va mettre en contexte particulier, il y a une tâche particulière. Donc l'idée, c'est d'avoir tout simplement des mesures beaucoup plus fines des perceptions des personnes dans ces situations. En outre, certains travaux récents ont montré qu'un SAE qui est beaucoup plus spécifique, donc à l'outil et à la tâche qui nous intéresse, est un meilleur prédicteur de l'acceptabilité de l'outil
qu'un sentiment d'auto-efficacité général tel qu'il est classiquement mesuré dans les études. Donc ça, c'est un premier point qui nous a amené à nous dire ça serait intéressant d'investiguer différents types de sentiments d'auto-efficacité. Et puis le deuxième élément qui nous intéressait par rapport à ça, c'est l'évolution de ce SAE, c'est-à-dire comment le SAE peut se construire. Les gens n'arrivent pas avec un SAE comme ça, il s'est construit par rapport à une expérience, on le sait sur les travaux évidemment liés à ce domaine-là, avec Bandura bien évidemment, que des expériences de maîtrise dans une tâche donnée, dans une situation donnée, va généralement favoriser l'augmentation de ce sentiment d'auto-efficacité. Et une étude intéressante nous a un peu aussi orienté dans ce travail. Elle s'est intéressée à l'effet du feedback de réussite sur l'activité physique, c'est-à-dire que des auteurs ont mis des étudiants en situation d'activité physique, donc on est assez loin des tablettes pour le moment, et on produit de manière artificielle des feedbacks positifs sur la réussite. Et ils se sont aperçus que les étudiants qui recevaient ce feedback positif, mais qui est, si vous voulez, un feedback artificiel, qui est faux, qui n'est pas forcément représentatif de la réussite, il améliorait ce sentiment d'auto-efficacité des étudiants dans la tâche donnée, donc de manière très spécifique. Chose intéressante, c'est qu'un feedback négatif, à l'inverse, donc vous renvoyez plutôt un constat d'échec, diminue ce sentiment d'auto-efficacité spécifique. Ah. Je ne sais pas si je pourrais finir ma présentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'effet sur le sentiment d'auto-efficacité général par rapport à l'activité. Donc, vous voyez ce que je montrais tout à l'heure, c'est que la considération d'un sentiment d'auto-efficacité spécifique peut être intéressant parce qu'on le voit très sensible, effectivement, aux facteurs contextuels et de feedback. Et chose aussi intéressante, c'est que le feedback qui a été renvoyé n'a pas du tout d'effet ensuite sur les performances ultérieures. Donc on voit bien qu'ici on travaille sur les perceptions, vraiment sur les représentations que les apprenants ont d'eux-mêmes et de leur capacité à être efficaces dans certaines tâches. Autre aspect donc, de ce travail, les attributions causales. Donc on est parti du cadre conceptuel classique de Weiner, où en gros on s'intéresse à la perception, encore une fois, que les apprenants vont avoir des causes qui expliquent leur échec ou leur réussite dans une situation donnée. Et on s'est aperçu qu'effectivement, certains travaux, il y en a peu à notre connaissance, ont montré que la nature des attributions causales que les apprenants produisent à partir de leurs performances perçues pouvait prédire les performances à venir en informatique, notamment avec les outils. Un point, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle, il y a plusieurs dimensions intéressantes. Une dimension qu'on a retenue, c'est la notion de locus, qui consiste à distinguer des attributions qui seraient plutôt internes des attributions qui seraient plutôt externes. Donc un apprenant qui attribue par exemple sa réussite à lui-même, à ses propres compétences, à son investissement, on va parler plutôt d'attribution interne, alors que s'il attribue finalement sa réussite ou son échec ici à la difficulté de la tâche, à une mauvaise qualité du cours, au mauvais enseignant, on est plutôt dans des attributions externes. Il y a une étude qui nous a paru très intéressante sur ces questions, qui s'intéresse à une tâche qui a été proposée à des étudiants, qui consistait tout simplement à enregistrer un fichier sur une clé USB. Sauf que volontairement, cette tâche, elle est impossible. Donc on est dans une situation où on a mis les gens dans l'impossibilité de réussir la tâche. Évidemment, ils n'en savent rien. Donc tous ont échoué à la tâche. Ouais, on est un peu comme ça en psychologie, on fait toujours des études un peu retors. Et les étudiants, donc, avec des connaissances en informatique, quand on regarde la nature de leurs attributions, donc tous ont échoué, je vous le rappelle, ils attribuent l'échec finalement à des causes externes, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'effectivement, le système ne leur permettait pas d'aboutir à la tâche. Mais du fait qu'ils aient des bonnes connaissances, ça leur a permis de rejeter la faute, si vous voulez, sur le système et non pas sur leurs propres compétences. Autre donnée intéressante, il y a une distinction homme-femme qui a été prise en compte. Et on s'aperçoit que les femmes, alors face à une situation de stéréotype, c'est-à-dire qu'on les a mis dans une situation où on active ce stéréotype comme quoi les femmes sont moins performantes en informatique, et bien on s'aperçoit que cet échec, elle l'attribue plus volontiers à des problèmes, à des causes plutôt internes, c'est-à-dire leur incapacité à être performante. Donc c'est intéressant
de voir que, selon évidemment les caractéristiques des personnes, on ne va pas attribuer nos échecs à la même chose. Et vous comprenez bien ici que quand vous êtes face à un échec pour lequel vous n'avez pas de responsabilité, il est plus fonctionnel de l'attribuer à un problème du système qu'à vous-même. Puisque si vous pensez que vous êtes incompétent, il y a peu de chances pour que vous vous remettiez en question pour être efficient la prochaine fois et que vous vous engagiez dans la tâche ultérieurement. Donc en gros, on a produit trois hypothèses. La première, donc on a créé, je vais présenter le matériel rapidement ensuite, on a créé une situation de faible compatibilité, c'est-à-dire qu'on a créé une tâche pour laquelle, en gros, c'était un peu compliqué de l'exécuter. Elle n'était pas impossible, mais vous allez voir, on a mis des choses en place qui la rendent difficile. Et on a considéré que cette faible compatibilité, cette difficulté de la tâche, devrait impacter les performances des étudiants par rapport à une situation où la tâche est beaucoup plus compatible avec la tablette. Mais ce qui était plus intéressant, c'est dans une deuxième hypothèse, c'est que cette faible compatibilité, nous avons fait l'hypothèse qu'elle devrait diminuer ce sentiment d'auto-efficacité des apprenants, mais ce sentiment d'auto-efficacité spécifique, pas général, lié à la tablette, uniquement lié à la tâche qui vient de réaliser. Et enfin, nous avons fait une hypothèse, je dirais, un peu exploratoire, en nous basant tout de même sur quelques travaux, qui était de voir un peu à quoi les apprenants attribuaient l'échec ou la réussite perçue à la tâche, de savoir s'ils l'attribuaient à eux-mêmes, à un problème d'efficacité, de compétence, ou est-ce qu'ils l'attribuaient plutôt à un problème de l'outil et du document sur lequel ils ont travaillé. Je vais revenir dans le détail sur l'opérationnalisation. Alors, concernant la méthode de cette étude, nous avons 99 étudiants de licence qui ont participé à l'étude. Donc, la moitié n'avait pas vraiment d'expérience avec la tablette. Donc ça, on l'a juste mesuré pour le contrôle, on ne l'a pas manipulé ensuite dans les analyses. Et on les a mis dans une situation où ils devaient rechercher des informations dans un document, un article sur Turing. On leur avait assigné plusieurs buts à atteindre, donc ils devaient récupérer des informations, mais surtout ils devaient répondre sur la tablette. Et ils devaient produire des réponses en respectant notamment la mise en forme de certains aspects du texte. Donc il y avait une tâche de production d'écrit exigeante du point de vue du respect de la mise en forme. Et là, on a manipulé donc deux niveaux de compatibilité. Un niveau de compatibilité élevé, c'est-à-dire qu'on a conçu un document simplifié avec uniquement l'information pertinente. Donc vous l'avez ici en haut. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ouais, parfait. Donc il vous suffit, par exemple, vous savez, de double-cliquer ou double-taper avec le doigt pour que hop, vous ayez un zoom sur le paragraphe qui vous intéresse. Donc il y a un déplacement qui est facilité et en plus on permettait aux gens de faire un copier-coller de certaines parties du texte puisque le texte était dans un format PDF qui permettait de faire ça. Et on a repris exactement les mêmes contenus textuels, mais on a repris l'article d'origine avec des illustrations mais qui sont inutiles par rapport à la recherche d'informations ici. Et surtout, on a créé un document sur 2 pages sous forme d'image. C'est-à-dire que vous êtes obligé de zoomer, dézoomer en permanence et de vous balader dans le document, ce qui fait que les fonctions de double tapping ne marchent pas et ce qui rend difficile, je dirais, l'exploration du document. Donc l'idée ici, c'est qu'on avait en haut un document compatible avec la tablette et la tâche qui était assignée et une autre situation qui était beaucoup moins compatible. Donc en gros, on a créé un peu de l'échec ou de la difficulté volontairement. Concernant les mesures, donc on a mesuré ce sentiment d'auto-efficacité des apprenants ici, des étudiants, par rapport aux tablettes en général. Donc je vous donne un exemple d'item qu'on a utilisé. Je me sens capable d'utiliser une tablette et ses applications. Vous voyez, c'est assez général, ça ne renvoie pas à une situation spécifique. Et on a un deuxième type de SAE qui est plutôt centré sur la production de texte et je me sens capable d'écrire et d'effacer de manière rapide sur le clavier virtuel de la tablette. Donc voilà un exemple. Donc vous voyez, on est beaucoup plus sur la situation qui nous intéresse, notamment de production d'écrit. Concernant ensuite les performances, donc on a mesuré la qualité des réponses, on a mesuré si aussi les réponses respectaient la mise en forme qui était demandée. Et on a également, c'est la chose importante, demandé aux apprenants de dire à la fin s'ils considéraient que la tâche était facile ou difficile. Hein. Donc là, c'est très dichotomique, ce n'est pas une échelle. Donc ils devaient se positionner. Soit c'était facile, soit c'était difficile. Et enfin, donc, on a mesuré leurs attributions. Donc sur une échelle à chaque fois, on a mesuré 3 types d'attributions. Donc ils devaient déterminer si la difficulté ou au contraire la facilité
qu'ils avaient constatés dépendait en gros de leur maîtrise ou manque de maîtrise de la tablette. Si cela dépendait du fait que la tablette était facile ou difficile à utiliser, donc là on externalise, c'est-à-dire que c'est l'outil qui est responsable de l'échec ou de la réussite. Et deuxième attribution externe, c'est le document qui en gros était inadapté, qui n'était pas bien conçu pour la tâche, ou au contraire qui était bien adapté. D'accord? Donc là on avait une attribution interne et deux attributions externes. La procédure, en gros, consiste à faire un pré-test une semaine avant l'étude, donc avec l'ensemble des sentiments d'auto-efficacité. Ensuite, les étudiants venaient un par un, donc passer l'étude en laboratoire, réaliser la tâche, on mesurait les performances, on enregistrait les activités avec la tablette. Et enfin, en post-test, on mesurait à nouveau exactement les mêmes sentiments d'auto-efficacité pour voir s'il y avait une évolution ou pas, et la nature des attributions qu'ils avaient pu faire. Alors voilà les résultats en gros. Le groupe compatible a de bien meilleures performances que le groupe incompatible. Donc ça, très bien, ça a juste montré qu'on avait bien opérationnalisé ce volet-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les participants qui percevaient la tâche difficile n'ont pas de moins bonnes performances. C'est-à-dire qu'on a vraiment une dissociation entre la perception de la difficulté et les performances réelles. Et en fait, on s'est aperçu que dans le groupe compatible, on en avait quand même 23 qui jugeaient la tâche dans le groupe incompatible, 23 qui la jugent facile, alors qu'on espérait que tout le monde la juge vraiment difficile, et vous en avez 15 dans la situation compatible élevée, qui la jugent finalement difficile. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une sorte de croisement entre les perceptions et la réalité des exigences de la tâche. Donc on a réintroduit ce facteur de la perception dans nos analyses, et voilà ce que ça donne. Alors, je ne vous mets pas tous les résultats, juste ceux qui me paraissent intéressants. On a regardé la modification donc, des SAE en fonction du niveau de compatibilité de la tâche. Premier constat, si vous prenez le sentiment d'auto-efficacité par rapport aux tablettes en général, on a une baisse générale après l'utilisation de la tablette, mais indépendamment de la nature des tâches. En revanche, on a une interaction significative ici sur le SAE spécifique, c'est-à-dire que vous avez ici le pré-test, vous avez ici le post-test, et vous avez ici en bleu les gens qui étaient dans une situation compatible. On voit que leur sentiment d'être capable de réaliser la tâche n'a pas évolué. C'est maintenu dans le temps. En revanche, les personnes qui étaient dans une situation de faible compatibilité, on voit bien que ce sentiment d'auto-efficacité a significativement chuté. Donc jusqu'à présent, nos hypothèses fonctionnent assez, mais on s'est aussi intéressé à ce sentiment, à cette perception de la difficulté perçue. Et là, on s'aperçoit qu'on a une interaction qui nous montre que les gens qui ont perçu la tâche de manière facile, donc indépendamment de la compatibilité, maintiennent ce sentiment d'auto-efficacité générale, tandis que ceux qui ont perçu la tâche comme difficile ont un sentiment d'auto-efficacité qui a chuté justement en lien avec cette perception. Mais sur l'utilisation de la tablette en général. Et on retrouve exactement le même pattern de résultats pour le sentiment d'auto-efficacité spécifique. OK. Dernier résultat, on s'est intéressé donc aux attributions causales. Et alors, chose intéressante, c'est-à-dire que c'était un peu exploratoire, mais on avait des attentes quand même d'attributions, je dirais, plutôt fonctionnelles. Et en fait, on a des attributions totalement dysfonctionnelles. Je m'explique. On a une interaction ici qui nous montre que ceux qui ont perçu la tâche de manière facile en bleu, on voit qu'en fait, les raisons de la facilité qui sont rapportées sont d'abord la qualité du document, la qualité de la tablette, et en dernier, les compétences même de la personne. C'est-à-dire que les étudiants qui ont jugé la tâche facile attribuent d'abord cette facilité à l'outil plutôt qu'à leurs propres compétences. Et vous avez exactement les résultats inverses pour les étudiants qui ont perçu la tâche comme difficile. C'est-à-dire que la difficulté est principalement attribuée à leur difficulté, à leur incompétence à utiliser la tablette et à réaliser la tâche. Ensuite arrive la qualité de la tablette, des fonctions de la tablette, et ensuite arrivent les qualités du document. Donc on a ici exactement l'inverse de ce qu'il aurait fallu obtenir pour être dans des attributions fonctionnelles, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir maintenir de l'engagement pour la suite. Donc, il me reste 1 minute ? 1 minute, ok. Donc je finis rapidement. Donc synthèse des résultats. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que le sentiment d'auto-efficacité spécifique et général peuvent être tous les deux affectés finalement par une expérience négative avec l'outil, en tout cas dans cette situation-là.
Mais on l'a vu que le sentiment d'auto-efficacité spécifique à la tâche, lui, pouvait être plus sensible finalement à cette question de la compatibilité des tâches. Donc ça vaut le coup de continuer à creuser cette spécificité et de voir si on peut être un peu plus précis sur ces perceptions. Et enfin, donc, on s'aperçoit qu'avec ces outils-là, les apprenants ont construit des attributions finalement assez dysfonctionnelles. Ce qui interroge, même si on n'a pas comparé une situation sans outils numériques, il aurait fallu le faire, mais là, on s'aperçoit que l'introduction des outils, peut-être, pose des questions intéressantes, c'est-à-dire comment les gens perçoivent leur réussite et à quoi ils attribuent leur réussite, et est-ce qu'à un moment, leur perception des outils ne vient pas, je dirais, parasiter ou interférer sur leurs attributions, les amenant à faire des attributions dysfonctionnelles. Donc en gros, les perspectives, hein, il faut continuer à travailler sur ces questions-là, et je dirais il faut aussi travailler sur les perceptions des difficultés. On l'a vu, on peut avoir des résultats très indépendants de la performance réelle, et on voit que la perception qu'a l'apprenant de sa propre réussite est finalement un facteur important pour comprendre l'évolution aussi de ces perceptions liées aux outils. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Émilie, je vois. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, c'est un des éléments qui est très important. Ça va être la perception de difficulté de la tâche. Et en fait, ça fait écho quand même, je trouve, aux travaux sur l'auto-efficacité ou le sentiment d'efficacité personnelle, c'est tout à fait synonyme, qui montraient que justement les expériences de réussite antérieure favorisent l'auto-efficacité. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'expérience alors pas de réussite, mais de difficulté ou de facilité immédiate. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi d'affiner et de compléter ce qu'on sait déjà sur les croyances d'efficacité. Et ça nous alerte quand même sur l'intérêt de la perception de facilité ou de difficulté. Et oui, ce qu'on voit, c'est que la perception, elle peut vraiment être indépendante des performances réelles. C'est ça qui est assez surprenant. C'est pour ça que je suis passé un peu vite à la fin dans les perspectives. Et je pense qu'un des enjeux, c'est d'essayer de comprendre sur quoi se construisent ces perceptions. Quels sont les éléments contextuels, les éléments internes à la personne qui amènent des personnes, malgré certaines performances positives ou pas, donc ça peut être des facteurs métacognitifs notamment, comment ça nous amène à percevoir, je dirais, une certaine facilité. Je ne parlerai pas de réussite, mais en gros, est-ce que j'ai atteint les objectifs de manière facile ou au contraire très difficile ? Et on voit que ça peut jouer effectivement après sur le SAE, et ce que tu as montré ensuite sur l'engagement potentiellement dans les formations. Et c'est là où la place de l'outil n'est pas encore très claire dans les travaux. C'est-à-dire, est-ce qu'une situation sans les outils, on observe les mêmes choses, ou est-ce que l'outil vient biaiser à un moment ses perceptions, vient détourner, créer des illusions, par exemple. Ça, ce serait intéressant. Et il me semble que là-dessus, on n'est pas encore au clair dans les travaux. Oui, merci pour cette étude. Je me demandais effectivement, donc évidemment, c'est un aspect aussi lié à la métacognition, en fait, qui est quand même aussi lié aux performances. Donc je me demandais dans le dernier schéma que tu as montré sur l'interaction, voilà, ce type d'attribution causale, parce qu'en fait, justement, ceux qui trouvent la tâche facile, ça veut dire donc c'est pas forcément ceux qui ont réussi, c'est ça que tu dis en fait. Oui, c'est assez indépendant. Absolument. Ça c'est assez qui retrouve aussi quelque chose qui est souvent trouvé en ergonomie sur la préférence et performance par exemple sur des systèmes, ça arrive assez souvent. Donc, mais effectivement, alors j'ai pas vraiment une question très très claire là-dessus. Là juste j'ai raté, mais c'est indépendamment du type de condition. Compatible. Oui, là j'ai ressorti indépendamment des situations de compatibilité, puisqu'on n'avait pas d'interaction avec la situation de compatibilité. Donc là, j'ai juste ressorti l'interaction qui était significative. Voilà, parce que ça... D'accord, ok.
Très bien, oui, c'est parce que ça fait vraiment penser quand même aux questions de métacognition. Absolument. Et de capacité d'auto-évaluer sa réussite. C'est ce que tu viens de dire aussi par rapport à ça, et notamment par rapport à l'outil, dans quelle mesure l'outil sert justement à cette évaluation un peu métacognitive. Je ne sais pas si... Ouais. Au-delà du concept de sentiment de compétence. Absolument. Et pour rebondir sur ta remarque, autant sur, je dirais, ceux qui ont perçu... Alors c'est ça, en fait, il faudrait arriver à identifier quels sont les déterminants de cette difficulté perçue. Alors, en faisant d'autres analyses que je n'ai pas présentées ici, le sentiment d'auto-efficacité au départ explique en partie ce sentiment de difficulté. C'est-à-dire que si j'ai un SAE qui est faible au départ, ça augmente mes probabilités pour que je juge la tâche finalement difficile. Ce qui pourrait expliquer, par exemple, ici, que forcément, si j'ai plus de personnes avec un SAE faible au départ, c'est normal qu'ils attribuent, ça paraît cohérent qu'ils attribuent cet échec à eux-mêmes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment on explique ceux qui ont perçu la tâche comme facile. Donc là, on peut supposer que le SAE au départ est un peu plus élevé. On voit bien qu'ils attribuent quand même surtout à l'outil cette réussite et non pas à eux-mêmes. C'est ça qui est, je dirais que le résultat le plus étonnant est plus sur ceux qui ont perçu la tâche de manière facile que ceux qui ont perçu la tâche difficile. Y a-t-il une autre question? Oui. Oui, donc tu as testé certaines attributions causales en faisant des hypothèses. Oui. Alors j'élargirai, et dans la littérature de la recherche, on trouve d'autres attributions causales ou d'autres variables qui peuvent impacter. Et moi, j'ai avec des enfants du premier degré à qui on avait donné une tablette pour faire une activité de lecture, et on leur demandait ensuite d'exprimer leur sentiment d'efficacité personnelle à utiliser la tablette pour faire l'activité de lecture. Et j'ai obtenu un effet plafond énorme. Donc, voilà. Et d'une manière informelle, en marge de l'étude, j'ai discuté ensuite avec ces enfants, leur demander un petit peu qu'est-ce qui faisait qu'ils trouvaient qu'ils avaient un sentiment d'efficacité personnelle à utiliser les tablettes pour faire l'activité de lecture très élevée. Et alors certains, j'ai bien perçu qu'il y avait des normes subjectives importantes. Ouais. Et aussi l'enjeu. Il y a une élève qui m'a dit mais si jamais je te dis que je ne me sens pas capable d'utiliser la tablette, est-ce que tu vas me la laisser, la tablette? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a la littérature de la recherche justement sur des facteurs motivationnels là-dessus? Voilà. Ouais, chez les enfants, ça m'intéresse encore. Chez les enfants, ouais. Alors, je ne saurais pas te dire exactement. Alors, bien sûr, si tu prends les travaux sur les attributions causales de manière générale, il y a énormément de travaux sur ces questions-là. Sur la question des tablettes, la norme sociale, voilà, ça aussi, ça a été beaucoup étudié en termes de normes subjectives ou de désirabilité sociale, indépendamment, je dirais, des technologies. Donc, je pense qu'on peut très bien aller chercher dans différents travaux des réponses finalement, qui expliquent des effets qu'on peut observer avec des élèves et les tablettes. Après, il y a aussi des représentations sociales et des discours enseignants qui sont très forts. Je ne sais pas si ça peut l'expliquer, mais souvent on entend auprès des enseignants, je ne sais pas si les enseignants ici confirmeront, mais que souvent on dit « Ah, les nouvelles générations, maintenant, ils savent utiliser tous ces outils, ils sont à l'aise, etc. » Donc, c'est ce genre de discours aussi qui, certainement, aide à construire chez l'élève, en tout cas chez le jeune élève, des représentations d'efficacité assez élevées. Et Julie Mullet, qui a, je ne sais plus si tu as prévu d'en parler, mais non, je ne crois pas aujourd'hui, mais dans une étude, montre justement que au fur et à mesure des années, les perceptions aussi évoluent entre des élèves justement de 10-11 ans et quand on monte en quatrième, etc., on n'a pas tout à fait les mêmes perceptions et je dirais les élèves de quatrième sont peut-être plus critiques et moins dans des normes subjectives ou des normes sociales fortes. Donc là, tu parles d'élèves de primaire où eux, je pense, sont extrêmement sensibles à ces aspects de normes. J'en trouverai. Je les ai pas en tête.
Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à la présentation suivante.